Un jour, j'ai eu une sorte de déclic en me disant, Flora, t'es en train de changer parce que les gens qui me connaissaient vraiment bien, là, les personnes du début, ne me reconnaissaient pas. Bonjour, c'est Simply Well avec Elsa et Flora. Aujourd'hui, on va vous parler d'authenticité. Magnifique. Comment est-ce qu'on peut savoir justement qu'on est authentique? Ça passe beaucoup par l'acceptation aussi, je pense, l'acceptation de soi, la connaissance de soi. Tu travestis pas ton moi profond, puis quelque part, c'est ça l'authenticité, c'est de mettre en accord la personne qu'on est à l'intérieur et ce qu'on laisse paraître à l'extérieur. Je pense que chacun de nous, on peut faire cet effort aussi, d'essayer d'être plus transparent. Mais par contre, si on se dit, bah tiens, ce petit bout-là, je vais un peu le partager, et là, l'autre en face, elle est là, mais moi aussi, merveilleux. Et là, on connecte vachement, parce qu'on ne connecte pas plus sur nos vulnérabilités, presque. Parfois, ça aide à... Je pense que oui. Comment avoir des relations vraiment profondes avec ses amis? Quand t'arrives juste, encore une fois, à te montrer sous ton vrai jour, ça permet, en fait, d'avoir des discussions plus profondes. Le clash, parfois, ça peut avoir du bon aussi. C'est pas forcément, on se parle plus jamais, mais on met des sortes de limites. Je trouve que c'est une analyse coût-bénéfice, à savoir, est-ce que si je le dis, ça va créer quelque chose dans la relation dans ce cas-là? Vas-y. Si tu sens que ça va te coûter uniquement, t'es pas maso, là. Comment, justement, on peut aussi dire les choses qui sont difficiles à dire? Bah, je peux y aller parce que j'avoue que là, on est sur un sujet. Il y a une technique qui s'appelle le... Je suis très curieuse. Et vous saviez que Bien-être simple a fait peau neuve, nouveau site, nouveau design et roulement de tambour, une newsletter prête à vous chouchouter. Allez voir ça juste après l'épisode, toutes les informations sont en description. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker, à le partager à vos proches et puis à nous laisser un petit 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à vous offrir du contenu toujours plus inspirant et surtout pertinent. C'est parti, je vous laisse avec cet épisode authentique. Hello tout le monde, hello Elsa, hello Flora, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler ensemble d'un sujet très intéressant, l'authenticité au travail, mais pas que. Voilà, d'avoir une discussion philosophique, il n'y a pas forcément de bonnes réponses, mais plutôt voilà, vous allez partager vos expériences, vos expertises, et puis on va discuter de tout ça. Pourquoi aujourd'hui c'était important pour vous? Pourquoi vous avez dit oui? Pourquoi vous avez cette envie de participer au podcast? J'y vais. Vas-y. Parce que l'authenticité, je pense qu'on s'est, déjà avec Elsa, on s'est rencontrés, on est amis dans la vie, on s'est rencontrés à travers ce sujet-là. Et tout de suite, on s'est dit, oh waouh, on a une relation naturelle et authentique ensemble. Premier point. Deuxièmement, parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant parce que moi-même, je suis passée à travers un exercice thérapeutique où j'ai travaillé ça. Ok. Donc, on pourra peut-être en reparler après, mais en tout cas, j'ai travaillé mon authenticité. Et puis, parce que je crois que c'est un sujet qui est complexe parce que c'est un sujet qui est pour moi, un peu à deux faces. C'est-à-dire que c'est important de l'être, et on va en parler beaucoup aujourd'hui, mais je trouve qu'il faut trouver un juste équilibre avec l'authenticité, notamment dans le monde du travail. C'est pas toujours facile de doser, d'avoir le bon dosage. Donc, voilà pour moi. Bah ouais, moi, point de vue plus santé mentale, du coup, vu que je suis psy, mais... pas seulement, je trouve que dans ma vie perso, j'ai vachement ressenti ce désir à un moment de se rapprocher de plus en plus de l'authenticité. En fait, je me suis rendu compte que plus je me rapprochais de l'authenticité, plus aussi ça rendait heureux et plus je trouve que les liens, les connexions avec les gens, je trouve que sont plus significatifs, plus profondes, plus intéressantes. Et point de vue santé mentale, je trouve que c'est un espace où si on arrive finalement à rejoindre comment on arrive à communiquer, comment on se sent à l'autre et comment on arrive à se communiquer à soi-même aussi, je pense que ça peut vraiment aider pour faire un travail sur soi d'un point de vue psychologique, mais aussi dans les relations avec les autres. Mais il y a des personnes avec qui c'est plus facile. Je pense que avec Flora, nous deux, on s'est rencontrés, ça a été assez naturel justement de se sentir à l'aise d'être authentique. Il y a des personnes avec qui tu te sens plus, tu dis ok, je peux être moi-même, je peux être communiquer mes valeurs, mes points de vue et tout. Ouais, je rebondis sur ça, c'est de sentir que oh waouh, je peux être moi-même sans répercussions, sans conséquences, que on va quand même m'aimer, c'est bien correct quoi. Moi c'est ça que j'ai travaillé en thérapie, puis de l'avoir travaillé, donc de le vivre aussi après dans mes amitiés, au travail aussi, dans ma vie de couple. Ah, ça, tu dis, ok, là, je l'ai, là. Quand tu sais ce que ça a été de pas l'être, je trouve que de l'avoir, tu dis, oh, c'est précieux, l'authenticité. Mais alors, on va en parler justement. Ça te dérange pas de nous partager justement ton expérience avec ça, mais parce que toi, t'as été plus authentique et que t'as travaillé là-dessus, est-ce que tu dirais que du coup, les gens en face de toi ont plus cette facilité
à s'ouvrir à toi et à être authentique? C'est une bonne question. Je pense que oui, définitivement, ça amène de la connexion dans les deux sens. Moi, si je peux partager mon vécu, moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste dans la vie. Ça me définit. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça fait partie de moi. Il y a de l'énergie. On aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai été dans une précédente relation, dans une relation pas très saine, où finalement, je me suis beaucoup adaptée à l'autre personne qui me demandait d'être moins enthousiaste, jusqu'à ce que j'en vienne à me reprocher moi-même cet enthousiasme, à savoir, est-ce que je suis fatigante? Est-ce que je suis en train d'être... j'ai trop d'énergie, il faudrait peut-être que je calme cette énergie. Et en fait, je me suis un peu perdue là-dedans. Jusqu'à ce que je me retrouve et que je me dise... Un jour, j'ai eu une sorte de déclic en me disant, Flora, t'es en train de changer, parce que les gens qui me connaissaient vraiment bien, là, les personnes du début, les vrais amis, la famille, me reconnaissaient pas. Et ils me l'ont dit. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à travailler. Bon, la relation n'existe plus, mais aussi, il y a ce côté, OK, pourquoi j'ai besoin de m'adapter à l'autre personne comme ça? Pourquoi je peux pas juste être moi-même et qu'on m'accepte comme ça? Par contre, que moi aussi, selon le contexte, je m'adapte, mais tranquille. T'es pas obligé de te changer. T'as de la valeur quand même. La limite, elle est très mince et difficile à... Parce que surtout, c'est insidieux quand on est dans ce genre de situation. Tu sais, je pense que ça arrive, on est en couple, on est en relation, on a l'impression beaucoup, il y a des choses qui nous plaisent chez l'autre, puis petit à petit, on les aime un petit peu moins, on veut les changer, et inversement aussi. Puis, comment est-ce que on pourrait trouver cette limite de se dire, j'ai pas trop envie de changer, je m'adapte, mais je change pas trop parce que ça peut être insidieux. On peut petit à petit en fait se laisser justement être dans une situation comme la tienne où on arrive en fait, on se reconnaît plus. C'est là aussi, je pense. Où c'est comme un signe quand même quand tu te reconnais plus trop ou quand t'as l'impression que tu t'es suradapté, tu commences à douter beaucoup de toi. Je pense que les doutes quand même au bout d'un moment. Le curseur, c'est le doute. Le doute sur soi-même, c'est bien de douter. Je pense qu'il faut douter. Mais quand on doute trop souvent et qu'on est toujours en train de se dire, est-ce que je suis suffisamment ceci? Est-ce que, avec cette personne, j'ai été trop cela? Je pense que ça doit allumer une petite lumière que, hey, il y a quelque chose là qui fait que t'es pas à l'aise. Alors, est-ce que t'as pas assez confiance en cette personne? Est-ce qu'elle vient te pousser dans tes retranchements? Je sais pas. Il y a plein de raisons. Mais en tout cas, il y a ce signal qu'il faut savoir écouter. Ouais, après, la remise en question, évidemment, surtout en couple, dans les relations, évidemment. On se remet c'est important de se remettre en question et parfois de changer des choses quand même. Mais, ouais, c'est ça. Dans la mesure, quand même, on reste quand même soi-même et on est capable de se garder quand même. Tu travestis pas ton moi profond, puis quelque part, c'est ça l'authenticité, c'est de mettre en accord la personne qu'on est à l'intérieur, celle qui quand je suis avec moi-même, c'est ça, cette personne-là que je suis, et ce qu'on laisse paraître à l'extérieur. C'est de ramener de la cohérence entre ces deux personnes-là. Ok. Tu définirais comme ça l'authenticité? Ouais, moi, ce serait ça ma définition. Et pour toi? Ouais, je suis vraiment, je pense que c'est l'alignement, l'accord entre moi, ce que je pense, mon opinion, mes valeurs, ce que je ressens, ma connaissance de moi, de ce que j'aime, mes désirs et ce que je vais donner à voir aux autres dans mes relations, mais aussi avec moi-même. C'est là quand tu commences à devenir un peu plus faux, quand tu veux vraiment changer, quitter parce que t'aimes pas trop, t'as l'impression que on pourrait ne pas t'aimer si tu montres cette partie de toi, si je montre ça, on m'aimera pas. C'est là qu'on devient un petit peu moins authentique, je pense. C'est dur après de se connaître soi-même si c'est très dur. Puis d'ailleurs, l'authenticité, puisqu'on parle de ce que c'est, quand on parle d'authenticité, je pense qu'il faut aussi ramener le concept de sincérité, il faut ramener le concept d'honnêteté, parce que souvent on mélange ces trois concepts-là. L'authenticité, on l'a dit, l'honnêteté, c'est de dire des choses vraies, basées sur les faits. Je suis honnête parce que je dis la vérité. La sincérité, c'est parce que je montre les sentiments que j'ai au fond. C'est-à-dire que je suis sincère dans mes sentiments. C'est trois choses différentes. Ça veut pas dire qu'il faut, avec l'authenticité, tout montrer tout le temps. Alors justement, l'authenticité, du coup, parce que ça peut vouloir dire, certaines personnes vont peut-être se dire, moi, je suis authentique parce que je dis toujours ce que je pense, puis je dis ce que je veux, et puis celui qui est en face de moi, il prend ou il prend pas, c'est comme ça, je suis comme ça, et c'est moi, genre. Est-ce que c'est ça être authentique ou ça c'est plus être dans l'honnêteté comme tu disais tout à l'heure et plus dans ça, je vais juste dire tout ce que je pense et puis genre c'est difficile je trouve à comprendre vraiment le concept de je suis authentique à moi-même, mais si ça veut dire certaines choses à certains moments mais que je m'empêche de les dire, est-ce que ça veut dire que je suis moins authentique?
En fait, c'est ça. Parce que je pense que l'honnêteté, c'est plus, je dis la vérité comme elle est. L'authenticité, c'est presque plus une attitude aussi que t'es avec, dans la façon dont tu es avec l'autre personne, où en fait, je pense que ça peut même partir de soi-même, je dirais, tu sais, ça. Ouais, je vais me montrer comme je suis, c'est-à-dire je vais me montrer avec mes vulnérabilités, ça c'est un autre concept assez proche de l'authenticité, c'est-à-dire je vais me montrer vulnérable, je vais laisser transparaître mes failles, un peu mes défauts, mes fragilités, et en fait en montrant ça, je montre un petit peu plus la vérité de qui je suis vraiment et tout, et ça permet ensuite de pouvoir dire justement des choses peut-être à l'autre, un peu de communiquer de façon plus honnête. En fait, si je peux ajouter à ça, je crois qu'on peut dire des choses à des gens, les choses qu'on pense profondément quand on a une relation de confiance avec la personne. Et une relation de confiance, ça se bâtit parce que, comme vient très bien de l'expliquer Elsa, on a montré sa vulnérabilité, donc on a été dans son vrai soi à ce moment-là avec la personne. Donc là, effectivement, aujourd'hui avec Elsa, je peux lui dire, évidemment, pas quelque chose de blessant, faut y aller avec tact, mais je veux dire, je peux dire, tu sais Elsa, quand t'as dit ça, ça m'a peut-être un peu blessée, ou je suis pas sûre, ou parce qu'on a une relation de confiance. Quand je la connaissais pas, jamais de la vie, j'aurais pu me permettre ça. Donc relation de confiance et sécurité psychologique, à savoir, est-ce que si je lui parle, elle va, alors me juger, on en a parlé, mais il va y avoir des répercussions. Par exemple, elle va arrêter de me voir. Pour quelqu'un, en tout cas, le moi de l'époque, là, c'était terrible, ça. Ouais. Mais quand on a travaillé cette relation-là et qu'on sait qu'on est dans un safe space, là, je sais pas en français, en tout cas, une zone espace sain, sécuritaire, on peut y aller, là, et on peut dire les choses aux gens qu'on aime. Je pense que ça construit des relations aussi, ça. Ouais, et puis c'est pas parce que je dis quelque chose, c'est pas parce que je pense quelque chose, que je dis quelque chose que moi je trouve pertinent que tout le monde doit forcément l'accepter. Ouais, exact. On parlait un peu en anglais, on disait un peu le attunement, en psychologique, c'est-à-dire un peu d'être sensible à la psychologie, à l'émotivité de l'autre aussi. Et je pense qu'en étant soi-même plus connecté avec soi, en comprenant ce qui se passe pour nous, on arrive mieux à créer un lien, tu synchronises un meilleur lien avec l'autre personne. Que si t'es beaucoup dans un truc superficiel où tu racontes que certaines choses qui te mettent en avant peut-être, ou je sais pas, des choses qui sont un peu fausses de comment t'aimerais être, ou d'une image un peu fake j'aimerais être comme ça, donc je vais me présenter sous ce jour. Là, ça crée une distance avec l'autre personne qui du coup va un peu peut-être regarder cette distance aussi, et ça donne quelque chose de peut-être plus superficiel, je pense. Ce que tu dis, ça me fait penser, moi je reviens d'un long voyage en Asie là, et j'ai fait 2 mois au Japon. Et au Japon, ils ont un concept de société qui est le plus important pour eux, c'est l'harmonie sociétale. Ouais. C'est ce qui est au-dessus de tout. Il faut qu'on soit en harmonie les uns avec les autres, collectivement en harmonie. Et ils ont un concept qui s'appelle le tademae. Et le tademae, c'est je vais me conformer à la norme sociale, forcément. Et je ne vais pas exprimer mon authenticité, ce que je pense pour vrai, parce que ça risquerait de mettre en péril l'harmonie. Et je trouve ça très intéressant d'avoir observé comment ils se comportent. Alors, je peux vous dire que dans les transports, au restaurant, c'est harmonieux. C'est très harmonieux. J'ai été au Japon l'année dernière. Ok, je peux le dire. Voir ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est tellement harmonieux que moi, qui suis d'une culture plus centrée sur l'authenticité, sur comment faut que tu dises ce que tu penses, etc., ce que tu ressens et tout, j'étais comme ouh là là. Voilà, je trouvais ça intéressant de ramener le fait que c'est pas une vérité absolue non plus, et qu'il y a d'autres sociétés qui fonctionnent moins comme ça, mais ça fonctionne quand même. Mais par rapport à ce que vous disiez de votre relation, moi ce que je trouve c'est que c'est super beau, c'est super sain comme relation, c'est genre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout, de façon générale, dans ce genre de relation. Je trouve qu'il y a une telle peur du rejet, une telle peur d'être jugé. Il y a un culte de la performance aussi. Ouais. Faut que tu sois une bonne maman, une bonne fille au travail, une bonne amie, une bonne épouse, une bonne amante. Faut que tu sois tout. Il y a beaucoup cette notion de si je montre justement, en fait, j'arrive pas trop. C'est dur. Oui, mais en fait, j'arrive pas trop, je galère un peu. Fail. Échec, quoi. Alors que c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, c'est pas tant un échec, c'est la vie, quoi. Finalement, un peu, la vie n'est pas toujours. La vie nous amène à des obstacles, et c'est pas parce que je galère, que j'arrive pas, que c'est plus compliqué, que c'est un échec. Et puis c'est un état. C'est un état temporaire. Je pense qu'aujourd'hui, on prend des états temporaires pour des finalités.
Donc la notion d'état, faut la comprendre dans toutes les sphères de la vie là. Moi j'ai beaucoup appris ça au travail. Avant quand j'étais stressée et voilà, je vais être stressée dans ce travail, je suis stressée. Non, ça va changer selon les mandats. Ouais, et j'ajouterais aussi surtout que ça nous prive de l'aide que l'on pourrait recevoir des autres personnes quand on justement se cache, on dit ça va, alors qu'on sait qu'au fond ça va pas. Exact. Une fois qu'on reçoit de l'aide, souvent ça va mieux après. Tu sais, si on parle justement, voilà, c'est un peu compliqué. Ah mais attends, mais moi ça va pas. Et attends, mais moi j'ai fait ça peut-être que je peux t'aider avec ça. Ou on normalise aussi. Mais tu sais, c'est normal d'avoir des difficultés quand tu rencontres tel obstacle. Voilà, on a plein d'aides et puis une fois qu'on a de l'aide, en général, les choses elles s'arrangent aussi un peu plus. C'est clair. C'est vrai que c'est souvent plus gros dans notre tête. Puis une fois qu'on le dit, genre, ça amenuise un petit peu le problème. Mais oui. Mais je trouve que des fois aussi, on se retrouve... Ça arrive face à des personnes qui nous jugent ouvertement. Ouais. Peut être des proches, de la famille. C'est vrai. On dit, ça va pas en ce moment, au travail, tout ça. Oh, mais c'est bon, c'est pas grave, tu vas t'en sortir. Puis ça coupe, en fait. J'ai l'impression que des fois, on essaye d'aller dans cette vulnérabilité. Du coup, c'est d'autant plus difficile après d'y retourner parce qu'on sait pas, en fait, l'interlocuteur. C'est que il faut avoir trouvé l'interlocuteur. Des fois, j'ai l'impression. C'est un casting. C'est vraiment ça. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas toujours l'espace pour parler de ça. Il y a des sphères, je sais pas, il y a des sphères de la vie où il n'y a pas d'espace pour t'exprimer et on te dit tout de suite, allez, on passe à autre chose, en fait. C'est pas vraiment l'espace parce que parfois, on n'a pas besoin de solutions. On a juste besoin d'exprimer. Bah voilà, c'est difficile. J'ai pas de solution. T'en as sûrement pas non plus. Mais en ce moment, c'est pas facile. Et c'est vrai que t'as raison que parfois, peut-être ça met un peu mal à l'aise aussi certaines personnes. Et c'est le casting, les bonnes personnes. Parfois, faut pas en demander trop. Par exemple, je sais qu'on met beaucoup d'emphase sur la famille, comme quoi la famille c'est un refuge, que c'est important, etc. Et je sais qu'on en a parlé récemment. et parfois, c'est pas le bon casting. Et ils vont pas forcément comprendre ce qu'on dit et c'est bien correct. Alors sois plus vulnérable dans d'autres sphères de ta vie, ça va le faire. Et il y a aussi une question de moment. Je pense que, et moi tu vois, dans mon authenticité, moi je suis quelqu'un de très intense quand ça va très bien et je suis très intense quand ça va pas bien. Je sais que, et au travail on me l'a déjà dit, Flora, tu peux faire sombrer un régiment quand ça va pas. Je choisis maintenant mieux mon moment. Je vais quand même dire, hey, avant ça allait pas trop là, tu sais, il y a une semaine j'étais pas, mais j'ai digéré l'info. Sinon la répercussion en face, c'est Flora, ça va pas du tout. Panique à bord, Flora va démissionner. Flora va pas démissionner. C'est juste qu'elle t'apparaît dans un moment d'intensité où j'aurais dû peut-être me gérer un peu avant. Ça n'empêche pas d'être authentique, de faire ça. C'est juste une régulation de soi, c'est se connaître, accepter que des fois on est plus intense, puis trouver la stratégie pour dire je vais aller chercher de l'aide, je vais me montrer plus vulnérable, mais attention à l'impact que ça peut avoir. Ouais, et puis si jamais je vais moins bien un moment dans ma vie, c'est correct. C'est correct aussi ça passe beaucoup par l'acceptation aussi, je pense, l'acceptation de soi, la connaissance de soi. Je pense que je pense que chacun de nous, on peut faire cet effort aussi d'essayer d'être plus transparent, tu vois, dans les relations, parce que c'est sûr que si on se présente toujours comme parfaite. En face c'est difficile, mais par contre si on se dit bah tiens, ce petit bout là je vais un peu le partager, et là l'autre en face elle est là mais moi aussi merveilleux, et là on connecte vachement parce que on est là, bah tu vois, finalement est-ce qu'on connecte pas plus sur nos vulnérabilités presque, parfois ça aide à... Je pense que oui. En résumé, c'est pour ça qu'on trouve que le sujet de l'authenticité il est intéressant, c'est parce que c'est une jolie valse entre je me lance dans le bon contexte avec les bonnes personnes. Je me lance dans ce que je pense, mon authenticité, en toute vulnérabilité. Je me gère parce que là, t'es pas dans le bon contexte, donc tu vas te faire mal recevoir, là. C'est ça, c'est de l'analyse. Faut gérer ses attentes. Exactement. Si t'as des attentes qui sont mal placées, je comprends pas pourquoi... Elle m'a pas écouté. On m'a pas écouté. Mais c'est sûr que peut-être que cette personne, à ce moment-là, elle était pas disposée, c'était pas la bonne personne, au bon moment. En effet, faut un peu évaluer ça, je pense. Beaucoup de choses. J'avoue. Comment est-ce qu'on peut savoir justement qu'on est authentique? Si on se pose la question avec soi-même, est-ce que authenticité égale forcément vulnérabilité? Un peu, je pense. Petite part quand même. Pas 100% du temps, mais un petit peu. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Je trouve que sinon, tu peux pas être la fille 100% parfaite. Là, ça n'existe pas. Donc, ou en contrôle. Ou Ouais,
top shape, tout bien, parfait tout le temps, ça n'existe pas. Donc oui, ça demande parfois de montrer... Encore une fois, on parle de connexion en profondeur. Il y a des gens avec qui on n'a pas forcément envie de connecter en profondeur et on n'est pas obligé d'aller dans toute cette authenticité-là. Quand je sens que je me suis ressourcée, je sens que j'ai passé un moment où, franchement, j'étais moi-même, mais j'aurais été de la même manière avec, je sais pas, une amie d'enfance, par exemple, que j'ai passé. Là, je me dis, OK, là, t'étais authentique, t'étais toi-même. Mais alors, ça veut dire que peut-être qu'il y en a qui veulent pas partager ça avec les autres, mais qui se sentent authentiques. Parce que la vulnérabilité, ça peut être avec soi aussi, mais pas forcément être avec les autres. Ouais, c'est vrai qu'il faut déjà je pense un peu se connaître quand même. C'est vrai que si tu te connais pas, parce que tu sais, il y a un peu genre qui on a envie d'être, qui on est, le chemin pour arriver à nos objectifs, ce qu'on veut atteindre. Je trouve que si on a l'impression de jouer un rôle pour plaire aux autres personnes, parce qu'on pense que les autres personnes, elles vont aimer ce rôle-là, là, on n'est pas tout à fait authentique parce que est-ce que ce rôle me correspond ou est-ce que je suis en train de jouer, d'avoir une attitude Donc, il faut un petit peu déjà se connaître, s'accepter comme on est aussi, avec ses qualités, ses défauts. C'est quand même un travail d'apprendre à se connaître, je pense. Ouais. Et il faut se dire, est-ce que j'accepte que je me montre sous ce jour-là? Ça va peut-être déplaire à certaines personnes. Peut-être ça va créer des conflits. Et donc, c'est pour ça peut coûter aussi un peu d'être authentique. C'est pas, c'est pas facile, parce que ça peut avoir un coût. T'sais. Mais le clash, parfois, ça peut avoir du bon aussi. C'est pas forcément... On se parle plus jamais de tout le temps. Enfin, on met des sortes de limites. Ouais, c'est un travail, je trouve, c'est une analyse coût-bénéfice, à savoir, est-ce que si je le dis, ça va créer quelque chose dans la relation dans ce cas-là? Vas-y. Si tu sens que ça va te coûter uniquement, on n'est pas maso, là, on va pas se montrer vulnérable. Notamment au travail où c'est sûr que tu vas pas forcément montrer toutes les parties de toi parce que c'est pas le lieu. Non. Parce qu'au travail, clairement, on joue un rôle, enfin, c'est normal. On a un rôle professionnel, on attend de nous quelque chose assez spécifique, on porte un masque au travail, donc ça c'est normal, mais moi je pense que là, où la nuance c'est qu'on a conscience. Quand tu es au travail, tu as conscience que tu portes un masque, que tu joues un rôle professionnel. Si je vais dans un nouveau groupe, je sais pas moi, même dans ma vie perso, si je vais dans un nouveau groupe d'amis, je connais personne, je vais être un peu moins naturelle, donc je vais jouer aussi un petit peu un rôle, mais j'en ai conscience de ce que je suis en train de faire, que je suis pas 100%, je dévoile pas tout de moi. Je te vois aller, c'est ça. Par contre, si tu ne te vois pas aller et que tu mets un masque tout le temps et tu t'en rends même pas compte, c'est là où, au bout d'un moment, je pense que peut-être le problème au bout d'un moment, c'est que tu ne sais plus trop qui tu es. Je l'ai vécu, moi, des gens qui disent « Ah, mais toi, t'es full comme ça » ou « Toi, t'es une fille full analytique. » Moi, dans ma vie d'avant, on me disait ça. T'es super analytique comme personne. Non, je suis pas analytique. Moi, quand on m'a donné ce feedback, je me suis dit « Tiens, cette personne, elle me connaît pas. » Ouais, mais quoi? C'est parce que je lui ai jamais montré qui je suis vraiment. Donc, elle me dit ce que je pensais être bon d'être analytique, c'est super. Mais non. Donc, coût-bénéfice, c'est intéressant. Mais sur le sujet du travail, il faut pas oublier aussi qu'on peut mettre un masque parce qu'on est payé pour un rôle. On est payé pour un rôle. Il y a quand même une notion aussi de j'achète tes compétences et j'achète qui tu es pour un poste. Donc, c'est normal de pas être complètement authentique. Mais il y a quand même plein de phases du travail où on peut l'être. Puis je trouve que je sais pas si c'est le moment de parler de travail. Ouais, carrément. Mais... justement, la question qui me venait, c'était toutes les sphères, en fait. L'authenticité dans les différentes sphères, mais parlons carrément du travail. Au travail, pour moi, c'est sûr que la première condition, c'est ton environnement. Est-ce que tu es dans un environnement d'entreprise qui respecte tes valeurs, qui correspond à tes valeurs profondes? Et c'est un vrai choix. Alors, je sais que ce que je vais dire, c'est pour des jobs qu'on peut se permettre de choisir. Donc, je fais ici une nuance. Mais est-ce que, par exemple, l'entreprise pour laquelle j'ai envie de travailler, je peux m'assurer de savoir la culture réelle de l'entreprise en allant voir ou en parlant avec des gens qui travaillent dedans? Si déjà je suis en accord avec ça, on va dire qu'il y a un bon 80% de la job qui est faite parce que tu pourras t'exprimer, tu seras en cohérence avec la culture et les normes de la boîte. Deuxièmement, je dirais que être authentique au travail, c'est aussi d'abord d'avoir montré sa compétence. Parce que si on n'a pas montré qu'on est capable de livrer une job et qu'on est capable de aussi... On fait partie du navire, là, d'avoir à démontrer le petit extra effort, cette chose-là qui fait que
ok, on peut l'écouter maintenant parce qu'elle nous a un peu prouvé, le côté prouvé. Encore une fois, je parle pas de recherche, je parle de ce que moi je vois en entreprise, mais on fera toujours confiance à l'avis de quelqu'un ou quelqu'un qui exprime son opinion parce que la personne est compétente. Parce que ça fait plusieurs mois, années qu'elle est là et elle nous a montré qu'elle avait X tatoué sur le cœur. Ouais. Et puis après, il y a d'être, pour moi, il y a une notion d'exemple aussi, de montrer que je suis comme ça, je me montre sur mon vrai jour, en tout cas le plus possible, pour encourager les autres aussi au travail à le faire. Si le gestionnaire, il est tout le temps avec son masque hyper fermé, etc., et qui montre jamais une seule faille, faut pas demander aux gens en face d'être authentiques. Une vraie, moi je me souviens, ma gestionnaire aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui, m'a dit un jour, tu sais, j'ai pas appris à être présidente d'entreprise, donc je fais pas tout bien. Ce jour-là, fort. Ouais, c'est hyper fort. Ce jour-là, j'ai eu beaucoup d'empathie pour elle et je me suis dit, waouh, elle reconnaît qu'il y a des fois, c'est pas toujours facile. Moi, je peux aussi des fois lui dire que c'est pas facile. Et donc là, ça marche mieux aussi. Là, ça marche mieux. Mais elle a fait l'effort en premier. C'est en train de changer le monde du travail, je trouve, à ce niveau-là. On est moins dans le... tu sais, il faut que tu sois comme ça. On accepte plus la différence. Je pense que c'est plus efficace en plus. Mais vachement. Parce que par contre, je pense que quand même au travail, on peut se rapprocher au max quand même de nos valeurs, de notre authenticité, tout en étant dans un rôle et en portant le masque dont on parlait. Mais tu vois, moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations au travail, dans des équipes ou des endroits où je me sentais pas forcément à l'aise et je me suis rendu compte que je me censurais beaucoup plus, que je m'exprimais moins, que j'étais moins à l'aise de partager. J'avais trop peur d'être jugée, j'avais trop peur qu'on me critique, qu'on me dise que je suis nulle. Et donc, je me taisais en fait. Et ça, pour moi, c'était vraiment un signe. Genre, ouais, là, t'es quand même assez loin de qui tu es. Et c'est sûr qu'il voit quelqu'un qui n'est pas qui tu es en fait. Et en même temps, à l'inverse, moi, j'ai déjà occupé des rôles en ressources humaines où, des fois, ton professionnalisme te demande de faire des choses qui sont pas forcément en accord à 100% avec tes valeurs. Typiquement, dans un rôle RH, ça arrive parfois de mettre des gens à la porte. Ouais. Alors, si c'est des gens qui méritent d'être mis à la porte, les valeurs, tout va bien. Parfois, c'est des licenciements plus économiques et là, ça vient chercher tes valeurs profondes. Si je suis totalement authentique, je vais expliquer à la personne que c'est l'horreur et que je sais pas quoi et que je file tellement. Sauf que je ne mettrai pas le fameux masque ou en tout cas le costume organisationnel RH qu'il faut mettre à ce moment-là, qui fait que parfois j'ai été payée pour faire ça, de dire voici, c'est un discours organisationnel, il est écrit, il faut le porter. C'est plus dur. Heureusement, c'est pas 100% du temps. Mais de dire qu'on peut être complètement authentique, machin, etc. au travail, c'est pas possible parce que ça arrive. Il y a une question d'accord aussi avec qui on est vraiment. Puis des fois, on se rend compte que ça marche pas. Faut pas forcer, encore une fois, quand on a le choix de la job. Ouais, c'est ça. Très important, ça. Et alors, comment on fait justement si on n'a pas le choix du travail et qu'on se retrouve dans un contexte où les valeurs fonctionnent pas trop, où l'authenticité, on l'a pas en face, ou en tout cas, ça nous permet pas, nous, d'être authentiques parce qu'on peut pas être vulnérable en face des personnes. Compliqué, ouais. Bah, c'est vrai que si t'as pas le choix, j'ai envie de dire, t'as pas le choix, quoi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Moi, je dirais qu'il faut vis-le avec ton temps que t'as à faire au travail. C'est un costume que tu mets, puis un costume, ça s'enlève. Donc, dans ta vie autour, nourris-toi de relations qui sont beaucoup plus authentiques et comme tout ce qu'on a décrit depuis le début, parce que ça va compenser et tu t'auras un espèce de sas, en fait, de décompression. Ouais, et puis garder est-ce que t'en as bien conscience aussi que là tu sais que tu mets ça en place parce que t'as besoin de ce travail maintenant, que c'est peut-être que ce sera temporaire, peut-être pas, mais en tout cas tu sais ce qui est en train de se passer. Parfois que le travail, j'ai l'impression que souvent on se dit qu'on n'a pas le choix, sauf si on parle de situations vraiment précaires, ça c'est sûr, c'est différent, on n'a vraiment pas le choix, mais il y a des situations où j'ai l'impression qu'on a un peu plus de choix qu'on pense et on se dit ah non, j'ai pas le choix, je dois vraiment faire comme ça dans ces sociétés, c'est comme ça que ça fonctionne, j'ai pas le choix, je dois faire ça. Très vrai. Alors qu'en fait on peut quand même par moment apporter notre touche, on peut challenger un petit peu certaines cultures je sais pas, de travail, et en fait on peut changer les choses. Là on voit bien, enfin je trouve que la nouvelle génération, je trouve qu'ils challenge vachement, j'adore. Définitivement tu peux challenger des choses. La clé c'est le tact. Comment tu vas présenter les choses? Moi, le nombre de clients que j'accompagne à dire des choses difficiles, on appelle ça des conversations courageuses avec son boss, disent des choses à leur boss, jamais simple. Mais c'est la manière.
travaille ton discours. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message? C'est quoi ta plus grande peur avant cette discussion? Avec quoi tu veux ressortir de cette discussion? Ce sera quoi un win après la discussion? On travaille ça, puis finalement, ils sont comme, oh waouh, ok, j'ai été capable de lui dire tout ça et ça se passe bien. C'est pas un 100%, mais ça se passe quand même globalement bien. Parce que il se mettait des propres limites en disant, oh, mon Dieu, le travail est sacralisé aussi. Il y a un petit quelque chose de très, mon Dieu, je suis au travail. Bah, ça rejoint le truc un peu de la perfection, de l'anxiété de performance. Je dois toujours montrer que je sais tout le temps. Bah, je préfère le je sais pas. Plutôt que je te raconte que je sais alors que je ne sais pas. Et c'est terrible. Ça se voit de toute façon. C'est dommage. Ça finit par se voir. Et est-ce que dans un contexte où, admettons, au travail, c'est pas vraiment possible d'être authentique, que ce soit avec le boss ou etc., est-ce qu'on peut essayer quand même de trouver une personne? Est-ce qu'on peut quand même aller chercher cette authenticité, vulnérabilité auprès d'une personne qui vivrait un petit peu la même chose que nous, aurait les mêmes valeurs et qui serait là, même si c'est pas l'entreprise dans son entièreté, où il faut quand même garder le rôle avec un peu tout le monde, genre est-ce qu'on peut se let loose? Ouais, c'est une bonne question. Faut que tu saches bien à qui tu t'adresses et que tu fasses attention quand même. Il faut faire très attention. Je pense en entreprise, mais si tu trouves quelqu'un avec qui tu peux partager des choses, super, tant mieux, et que tu as confiance en cette personne, que tu es dans un environnement, tu te sens en sécurité psychologique, que la personne ne va pas te parler derrière ton dos, mais il faut faire attention quand même. Moi, je fais aussi très attention. Moi, je le dis souvent, je préfère que les gens aient des conversations courageuses et que plutôt que de faire du bitchage. Désolé le terme là, mais on gossip entre collègues parce que ça, c'est le pire mal de l'entreprise. Des amis et des conversations courageuses au besoin. Et ensuite, à l'extérieur de la job, vous pouvez vous faire plaisir sur tout ce que vous pensez qui va pas, mais pas dans la job. Mais alors, tu veux dire qu'on peut faire des amis au travail et parler avec eux à l'extérieur? Tout à fait. Mais tu peux il y a quand même du bitchage qui est fait, même si c'est à l'extérieur, non? Bah, tu peux te faire des amis au travail. Moi, je travaille avec une amie avec qui j'étais à l'université. Je veux dire, on se connaît très, très bien. Ben, on a déjà, premièrement, on a des règles qu'on se met. Parce que sinon, en fait, sinon, on parle de l'amitié en journée. Sinon, on est très dans... On pourrait bitcher à deux. On n'aurait jamais envie de faire ça, mais on pourrait le faire, etc. Je pense que, oui, maintenant qu'on travaille ensemble, on fait plus ça. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à un paquet de trucs. Exact. Je crois que le travail doit rester... Ou alors, peut-être apporter un peu de nuance, peut-être, ou faire pas que ça, en tout cas. Pas que ça, mais un petit... En petite dose, quoi. Petit, parce que ça fait rapproche du mal. Un peu en même temps, je trouve. Parfois de critiquer tes ton employeur. Mais je suis d'accord que si tu fais que ça et que finalement tu prends pas d'action, tu parles jamais des problèmes, à la fin, il y a rien qui se règle, quoi. Oui, c'est ça. Le secret, c'est la conversation courageuse. C'est-à-dire qu'on peut bitcher 2 minutes. Ça, c'est le sas de décompression. Tout le monde bitch, c'est génial. Après ça, comment on passe, premièrement, à une autre conversation et deuxièmement, comment on essaye d'arranger le problème, parce que bitcher pour rien... Reste, Et justement, est-ce que si la personne en question, admettons si c'est le boss, si elle n'était pas un peu plus vulnérable et authentique à la base, est-ce qu'il y aurait peut-être pas moins ce gossip-là? Moi, j'en suis sûre. Ah ouais, c'est vrai que c'est un bon point. Et puis des conversations en un à un, là, individuelles. Moi, je sais que s'il y a de l'espace pour ça, toi, comme personne, tu vas pas commencer à aller parler avec tes collègues en mode ragot, mais un boss qui vient voir quelqu'un qui dit « Tu sais quoi, je t'ai pas senti dans le meeting. Peut-être que je me trompe, mais je t'ai pas senti. Dis-moi ce qui se passe. » C'est vrai qu'après, ça devient plus difficile d'aller... T'as pas aller raconter ça à ton collègue en disant gna 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 gna. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, parle. Après ça devient sa propre responsabilité si on n'a pas parlé. Donc, à un moment donné, ici, on est des adultes, là, on se gère. Donc, t'avais une chance, tu t'as pas parlé. Va pas faire des ragots derrière. Moi, c'est un peu une culture du travail qui change alors. Parce que c'est vrai que c'est pas très répandu, le boss qui vient dans ton bureau. C'est ça qu'on essaye de pousser. Ouais, mais ça, je pense que ça peut vraiment se développer. Je pense que ça peut être super positif parce que parfois on se dit oh là là, plus personne va me respecter ou on va perdre la hiérarchie, alors qu'en fait, je pense qu'on peut réussir à allier les deux. Et je reste ton boss et je reste celui qui décide. La hiérarchie reste, mais quand même, on peut aborder certains sujets de façon authentique. On peut quand même parler des choses vraiment, mais ça reste que chacun son rôle malgré tout. Mais alors, comment est-ce qu'on peut vraiment créer des relations? Comment est-ce qu'en tant que leader, en tant que boss, on peut être capable de trouver cet équilibre-là entre il y a la hiérarchie, mais je veux créer ces relations-là, mais comment je fais, genre? J'apprends à connaître les gens, premièrement. Je m'intéresse à l'autre. J'apprends à les connaître.
Pour moi, il y a des tonnes Nous, on travaille avec chez Sismic, là, mon employeur, on travaille avec des évaluations psychométriques. En peu de temps, tu as un portrait de quelqu'un qui n'est pas l'entièreté de la personne, il faut en parler, mais au moins, déjà, tu as un portrait de la personne. On peut comparer mon portrait avec ton portrait. Viens, on travaille ensemble. C'est quoi nos complémentarités? C'est quoi tes forces? C'est quoi mes forces? C'est quoi ta vie? D'apprendre à connaître les gens. On peut pas demander à quelqu'un de faire ce qu'on a dit de faire si on le connaît pas un petit peu. Et de se donner de la rétroaction. Moi, je pense que c'est aussi très important. On a vécu un gros projet, rétroaction. Comment ça s'est passé pour toi? Ce que j'aimerais voir davantage la prochaine fois, parce que tu vois, là, je t'ai pas senti 100%. Et c'est ça qui construit une relation au fur et à mesure. Et moi, d'accepter de recevoir en toute vulnérabilité, peut-être une rétroaction moins facile à recevoir. Et comment, justement, on peut aussi dire les choses qui sont difficiles à dire? Bah, je peux y aller parce que j'avoue que là, on est sur un sujet. Mais il y a une technique qui est issue de la communication non violente, c'est-à-dire de dire les choses, mais pas de blesser la personne, qui s'appelle le fait bas. Donc, c'est une conversation courageuse en 4 étapes. Premièrement, c'est valider, expérimenter. Je vous jure que ça fonctionne. Je suis ça très fonctionne curieuse. au travail, ça fonctionne à la maison. Ça fonctionne souvent. Ouais. Premièrement, on ramène des faits. Par exemple, je sais pas, tu voudrais dire à une personne que justement, lors du dernier podcast, c'était pas clair ce qu'elle racontait. Admettons qu'on prend ça. Pas facile à dire. Toi, tu reçois des invités. Bon. Première étape, les faits. Tu sais, lors du dernier podcast, j'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, tu as dit ça et ça. J'ai vu de la confusion dans le regard de ta collègue. Moi, j'ai eu plus de difficultés à te comprendre. Les faits. Ça, c'est le F. Okay. Le E, les émotions. Comment moi, je me suis sentie par rapport à ces faits. Tu sais, moi, c'est pas simple pour moi de parler de ça parce que je t'ai invitée. Ça me faisait plaisir de te recevoir. Ça m'a fait plaisir de te recevoir, mais te donner ce feedback-là, c'est pas simple pour moi. Émotions. Là, il se crée une connexion parce que je me montre vulnérable en te disant que c'était pas facile, mais il faut que je te le dise quand même. Le B, c'est le besoin. Mon besoin à moi qui te parle, c'est que la prochaine fois que tu reviens dans ce podcast, peut-être que tu structures davantage, on pourra le regarder ensemble, pour que A, B, C, ce soit bien ordonné ce que tu dis. Et le A, c'est l'action. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine fois? Et là, on se met en mode travail. Ça cartonne. Waouh. Ça marche. Ça marche bien. Et ça marche dans Chérie, t'as pas rangé de la vaisselle. Ça marche dans Et les enfants, faudrait qu'ils rangent leur chambre. Ça marche dans tout. Il y a un concept qui est super important, c'est comment je me sens. Ouais. Dans les relations, surtout. 100%, tu le sais. Là, tu parles du travail, mais dans les relations avec les autres, si tu arrives à dire comment tu te sens, ça permet beaucoup mieux de comprendre, en fait, ce que tu me reproches. Parce que moi, je peux trouver que le lave-vaisselle, il était très bien rangé. Ouais. Et toi, tu trouves qu'il est pas bien rangé. Donc, comment on fait? Parce que là, on a deux visions différentes. Par contre, si on parle de comment on se sent, on juge pas ça. Ça, on a moins de prise parce que comment tu te sens, toi, comment je me sens, voilà. Ou alors si, par exemple, je me suis inquiétée parce que tu m'as pas prévenu que tu allais arriver en retard, plus tard que prévu, plutôt que, tu m'as pas envoyé de message, pourquoi je devrais t'envoyer un message? Bon, voilà, tu vois ça la marche pas, ça fait du ping-pong, mais si je te dis, je me suis vraiment inquiétée de pas savoir à quelle heure t'allais rentrer. Ah, ok, tu t'inquiètes. Donc, c'est de l'inquiétude. Donc, je me connecte plus à toi parce que je peux comprendre vraiment ce qui se passe. C'est quoi vraiment ton problème. Mais dans ce que tu as décrit, c'est hyper intéressant parce qu'on passe du tu, on parle du tu qui tue, là. C'est le tu. Genre, il y a tu fais tout, pas bien. Bien. À je parle de comment je me sens. Ouais. Et donc il y a le E de fait bas, là, il est très important. Il y a le B de besoin. Il faut exprimer son besoin. Je trouve que le besoin, c'est ça. Et peut être aussi dans les relations interpersonnelles, j'aimerais bien, et besoin-action, j'aimerais bien, moi j'ai besoin d'être prévenue. J'ai besoin. Et j'aimerais bien que la prochaine fois, tu m'envoies un message. Et que ça, on a une solution un peu aussi à la fin de notre conflit, par exemple. Ouais. Ça, parce que souvent, on exprime les faits, on exprime nos émotions, puis on n'exprime pas notre besoin, on demande à l'autre de le deviner. Ouais. On l'a pas clarifié. Surtout dans les relations de couple, notamment, je pense que l'autre doit tout deviner de toi parce qu'il te connaît si bien et qu'il t'aime à la folie. Alors qu'en fait, la devinette, ça marche pas trop, ouais. Mais il doit savoir, il doit savoir. C'est-à-dire, s'il sait pas, je sais pas si c'est le bon, bah là, calmos, quoi. Ouais. Ça, c'est une erreur souvent dans les thérapies de couple où je vois, c'est souvent les personnes pensent il faudrait qu'ils me connaissent, qu'ils me devinent. Mais même après des années, non. Ça fonctionne pas. Non, on exprime son besoin. Et de se le dire à soi-même de c'est quoi mon besoin là-dedans. C'est quoi mon besoin. Et vrai. Aussi que j'allais ajouter, même pour le travail et pour les relations, le fait, est-ce que c'est légitime? Parce que souvent, on a l'impression que peut-être que c'est pas légitime
Je pense à l'exemple souvent les gens ils stressent pour les vacances. Je dois demander des vacances à mon boss. Et je viens d'en prendre il y a pas longtemps. Ouais. Et c'est souvent de se dire est-ce que mon besoin justement il est légitime? Est-ce que c'est légitime que j'exprime ça? Je pense que parfois ça aide aussi. Mais si c'est quelque chose qui vous chicote en bon français, c'est légitime. Au pire, on me dira non. Au pire, c'est ça le pire. Ouais. On parle de ça. Hein. C'est quoi le pire qui pourrait se passer dans une conversation? Que la personne, elle le prenne mal, là, que tu lui as mal, qu'elle avait mal structuré son podcast. En réalité, c'est très rare. Notre peur, elle se passe très rarement parce qu'on a tout mis en place avec la bonne manière pour le dire de la bonne façon. Au mieux, ça marche. T'as gain de cause. Youpi. C'est réglé. Ouais. Et c'est réglé. Alors du coup, l'authenticité dans le couple, ça m'intéresse. Dans le T'as couple, parlé de la thérapie de couple. Très intéressant. Comment le couple, si on n'est pas authentique dans son couple, je pense que ça devient compliqué là. Ouais. Parce que le couple, c'est quand même une zone où t'es censé d'intimité. Mais à nu. Mais à nu, littéralement. Ouais. Donc il y a l'intimité sexuelle, mais il y a l'intimité émotionnelle, parce que les deux sont connectés, évidemment. Donc c'est sûr qu'il va falloir montrer de soi à l'autre et qu'il puisse nous voir sous nos différentes formes, c'est-à-dire les côtés... les qualités, les côtés très positifs, mais aussi les côtés plus vulnérables, les failles, les aspects où on est moins à l'aise, les parties qui nous font peur, ce qui nous met en colère. Il va falloir qu'on s'ouvre là-dessus, dans notre couple en particulier. Le risque, si on le fait pas, en tout cas si on se sent à l'aise de le faire, parce que si on le fait pas, le risque c'est que ça devienne un peu plus superficiel, en effet, on crée moins de connexion, moins de liens. Si on peut pas s'ouvrir sur comment on se sent, ce qu'on vit à l'intérieur de nous, ça va être difficile de créer un lien à long terme réel, profond, et ça va clairement créer de la distance. Et c'est ça qui arrive souvent parfois dans un couple, c'est qu'il y a une distance qui commence à s'installer. Est-ce que c'est que les gens se sentent plus à l'aise de parler, ou c'est qu'ils n'arrivent plus à communiquer de la bonne façon? Ouais, c'est vrai que parfois il y a des personnes qui communiquent plus. Justement, ça va être beaucoup tu fais ci, non, c'est toi qui fais ça. Donc, un peu l'effet ping-pong, tu sais, non, c'est pas moi, c'est toi. C'est ta faute, non, c'est ta faute. Donc là, c'est sûr que les personnes ont la difficulté à communiquer. C'est sûr que la communication, ça s'entretient, ça se travaille, éviter la devinette. Mais là, pour la communication, ça prend de se connaître, de savoir comment je me sens, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes attentes dans le couple. Si c'est pas clair, parfois ça crée de la confusion. Donc l'autre pense qu'on attend ça, les attentes sont pas claires. Et je peux rajouter quelque chose qui est moins de ma pratique, mais qui est plus de vécu. Moi, je sais que j'ai tendance maintenant à expliquer comment je fonctionne. Comme ça, on arrête la devinette, mais tu vois, quand je suis stressée, voici ce qui se passe, ce dont j'ai besoin, c'est... J'ai expliqué tout à l'heure que j'ai voyagé pendant 6 mois, j'ai voyagé avec mon conjoint. C'est sûr que quand on est H24 pendant 6 mois à 2, il y a besoin d'expliquer des petites choses parce que sinon ça pourrait déraper. Moi, je me sens, quand je suis stressée, voici ce qui se passe, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, j'ai pas besoin que tu trouves une solution pour moi. On le dit une fois, on le redit, tu vois, là, t'as essayé de me trouver une solution. C'est pas ce dont j'avais besoin. C'est sûr d'exprimer ses besoins, de dire comment on fonctionne, et d'oser se dire, en fait, parfois je réagis comme ça parce que j'ai peur, je me suis emportée parce que j'avais peur que tu me quittes, que tu m'abandonnes, si c'est plus parfois les peurs d'abandon, de séparation. Oser dire ça, c'est dur. Hein. Mais c'est dur, c'est vrai, c'est dur, mais en même temps, je pense que sur le long terme, c'est bénéfique. Je dis souvent, plutôt que de dire des critiques, comment moi je vis les choses. Quand tu fais ça, ça me stresse, ça m'inquiète, je me sens blessée, je me sens triste. Arriver à mettre des mots comme ça, donc ça, il faut avoir un petit peu de panel un vocabulaire. Mais c'est important le vocabulaire, parce que si je te dis, je suis blessée lorsque tu dis ça, mais non, mais j'ai pas envie de te blesser, donc qu'est-ce que... Les noms des émotions et les nuances au niveau des émotions, c'est très important. Je sais qu'au Québec, on me dit toujours « je suis mixed feelings ». Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de mixed feelings? Parce que moi, j'ai pas compris. Est-ce que tu es ambivalent? Est-ce que tu es hésitant? C'est pas la même chose. Donc, quand t'es heureux, t'es pas euphorique. C'est pas la même chose. Donc, de mettre des mots sur les vraies émotions et d'apprendre aux petits-enfants à on en parlait tantôt là, mais à mettre un mot sur comment il se sent, puis le forcer à mettre un mot dessus. Je pense que ça va faire des adultes qui disent les choses plus facilement. Parce que sinon, ça vient souvent, ce qui se passe, c'est qu'on parle de colère, frustration. Et souvent, la colère, c'est un petit peu le
le dessus de l'iceberg où on va dire ça m'énerve. Alors qu'en fait, en général, on dit souvent que la colère cache la peur ou la tristesse. Encore une fois, plus connecté. Sinon, c'est juste tu m'énerves, toi aussi tu m'énerves. Et puis on s'en sort pas trop, quoi. Et tu peux pas avoir un débat sur de la tristesse ou de la peur. Exactement. Et on peut pas juger ça versus une attaque. Moi, si tu m'attaques, je te réponds par une attaque. C'est sûr que l'attaque crée la défense. Donc, le problème, c'est quand on voit un couple, si on continue sur l'exemple du couple qui, si c'est beaucoup des critiques, des attaques, alors ça crée que je vais me défendre. Si tu m'attaques, je vais me défendre, je vais me justifier. Mais en faisant ça, on ne construit pas quelque chose pour que ça aille mieux. Au final, on est juste dans un mode défensif. Ouais, ça mène pas loin. Mais parce que des fois, on a l'impression d'être attaqué, puis la personne en face va nous dire « Mais non, je t'attaque pas, je suis en train de te dire ce que je ressens. » Bah non, c'est pas ce que je ressens. Est-ce qu'on peut être trop vulnérable, trop authentique? Que ce soit dans les relations de couple, par exemple, ou peut-être pas au travail, mais avec la famille, les amis, de dire ses émotions, je pense que c'est important. Mais des fois, dans un couple, on a peut-être peur, c'est difficile de les dire parce qu'on a peut-être peur aussi que ce soit trop pour l'autre. Ouais, c'est vrai. Cette peur, j'ai peur que tu me quittes, ou j'ai peur que tu sois pas là, pourquoi tu m'as pas répondu alors que je me suis inquiétée pour toi. Des fois, on a peut-être pas envie de le dire parce qu'on a peur que l'autre se sente enfermé, ou genre, oh là, mais pourquoi elle est autant, ou il est autant. Ouais, c'est sûr qu'il y a une question de dosage aussi, tu vois, de nuances, ça veut pas forcément dire. C'est pas parce qu'on partage certaines émotions, certaines vulnérabilités qu'on doit tout partager tout le temps. C'est sûr que c'est vrai que après ça peut être lourd pour l'autre à porter. Il faut aussi surtout que je pense que c'est un équilibre. Les deux un peu doivent aussi s'exprimer. S'il y a qu'une personne qui exprime tout le temps, alors l'autre peut-être va se sentir qu'il doit beaucoup porter. L'autre personne va se sentir qu'il doit beaucoup porter. Mais si les deux arrivent à créer un espace où chacun puisse s'exprimer, mais arrive à se gérer quand même. Parce que parfois, ce qui peut se passer aussi, c'est que tu as l'impression que... ce qu'on disait, c'est que si je te dis, voilà, moi, je me suis sentie triste l'autre jour quand, tu m'as dit ça, et que l'autre répond, ah bon, mais je le ferai plus jamais, ou ah non, je veux pas que tu sois triste. C'est ça le problème aussi parfois, c'est que on tolère pas que l'autre soit triste, que l'autre soit en colère, que l'autre ait peur. Donc ça prend un peu de... je tolère que toi, l'être aimé, tu vas être un peu triste ou un peu en colère et que ça va pas durer car c'est un état, c'est un état et que c'est pas forcément grave. Parfois on se rend triste, parfois on se blesse, c'est inévitable. Je pense dans le couple, si tu veux toujours éviter, tu veux toujours que tout soit parfait, harmonieux, trop parfait, ça marche pas. On dira jamais rien, mais par contre on peut se soutenir. 100%. Puis je trouve que au sujet, tu parlais des amis, la famille aussi. Moi, au sujet de la famille, je trouve que c'est un sujet passionnant parce que ce sont les gens qui, à la base, te connaissent le mieux. Ouais. Je dis bien à la base. Ils connaissent la personne qui est née, ton petit toi, qui a grandi et ils connaissent peut-être un peu moins le toi qui s'est développé. Et moi, avec ma famille, que j'aime de tout mon cœur, je fais des choix de vulnérabilité et de choix d'authenticité pour des raisons de distance. Ça s'entend que je suis pas née ici, donc on se voit pas souvent. Il y a des choses que je fais le choix de pas dire, que je laisse passer. C'est pas grave. Versus avec des amis que je vois plus souvent ou mon conjoint que je laisserai pas passer. Ouais. Mais c'est un choix et c'est un calcul pour de l'harmonie. On en revient à ça. On peut pas gagner toutes les batailles. Il y a des gens, moi, dans ma famille, plus éloignés, qui peuvent pas comprendre certaines parties de moi. Ouais. Je leur demande pas de comprendre. Ouais. Bien correct comme ça. Et tu mets des limites, en fait, c'est un peu la notion des limites de ça, je vais pas tolérer ça, je vais pas parler de ça parce que je souhaite me protéger de cette situation. Mais c'est sûr que dans une relation de couple, si je fais que me protéger tout le temps et que je partage rien, que j'ai peur de l'énerver si je dis quelque chose, et que ça va, là, ça devient un peu, là, t'es plus du tout toi-même. Mais le couple et les amis proches, je trouve, et la famille, quand on la voit très souvent, je pense que c'est là où il faut être le plus. Ouais, le plus. Il faut plus travailler ça. Après, la périphérie, là. Comment avoir des relations vraiment profondes avec ses amis et genre vraiment authentiques? Parce que d'autant plus on avance en âge, plus on change. Surtout si c'est des amis de longue date. Ouais. Comment garder cette authenticité, justement, et pas être dans le « je veux être parfaite parce que je veux prouver, je veux montrer que… » Ou correspondre à la personne que tu as achetée il y a longtemps. Ouais, exact. Et qui n'est plus moi. C'est vraiment intéressant parce que parfois, tu as rencontré des gens quand tu étais plus jeune. Puis toi, tu as beaucoup changé et évolué. Et puis là, tu te dis, oh là là, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Ça arrive, hein, c'est pas très grave aussi. On change, on évolue. Quand tu arrives juste, encore une fois, à te montrer sous ton vrai jour,
ça permet en fait d'avoir des discussions plus profondes. C'est des discussions plus intéressantes où tu parles vraiment de trucs personnels, de ta vie, de ton histoire. Et ça, c'est réservé. Enfin, moi, j'aime bien c'est dans des sphères. Petits ronds. C'est des sphères différentes. Là, ça, ce que tu décris là, la connexion profonde, c'est réservé à un tout petit cercle. Franchement, moi, dans ma vie, il y a peut-être 4-5 personnes qui sont là. Après ça, il y a un petit peu plus large. Moi, mon défaut, quand j'ai travaillé mon authenticité, j'avais pas compris qu'il fallait faire des choix. Donc, je voulais mettre tout le monde dans le petit cercle comme ça. Donc après, les gens, ils étaient comme « Oh, waouh, trop cool et tout ». Sauf que mais moi, il fallait que je répète des trucs tout le temps. Enfin bref, c'est usant, c'est fatigant et en fait, tout le monde ne mérite pas. Mais par ça contre, se gagne. Mais par contre, tu peux quand même dans ta sphère un peu plus large, quand même rester avec des touches personnelles, parler de toi, 100% d'accord. Bien sûr. Les amitiés qui changent, je trouve que c'est passionnant parce que ce n'est pas justement, c'est être en accord avec son authenticité que de dire bah regarde, peut-être qu'avant on était hyper amis, on est moins amis, on a changé. C'est pas grave. On s'aime plus peut-être comme des frères et sœurs de famille plutôt que comme des amis. Il peut y avoir un attachement qui reste. Ça reste. Une grande affection. Mais par contre, tu partages moins de valeurs, tu partages moins de quotidien. Moins le quotidien, le sens de la vie, vous le voyez d'une façon qui est différente. Pas évident, je trouve. Non. Ouais, à quoi tu fais référence? Je sais pas. Je suis mise à nu. Non, je pense que tu es vulnérable en ce moment. Je suis très authentique et très vulnérable. Non, je sais pas. Je trouve que c'est pas évident. Je trouve que la façon dont vous le dites et dont tu le dis, ça a l'air simple. Puis là, je m'imagine avec mes amis de longue date avec qui j'ai un peu moins d'atomes crochus aujourd'hui. Je sais pas si je serais quand même capable de le faire ou de... Je sais pas. Et est-ce que tu serais à l'aise de laisser aller cette amitié-là sans pression, dans le sens où maintenant, aujourd'hui, elle est comme elle est, cette amitié. C'est là que vous êtes rendus, c'est ça. Ouais. En quoi c'est un problème? Parce que ça pourrait être juste Je pense que j'ai juste pas envie de blesser la personne. Genre, il y a vraiment cette notion de... Même si je lui dirais peut-être de la bonne façon, j'ai peur qu'après, il y a une rumination de son côté, puis genre, malgré tout, elle se rende compte que c'est vrai, mais en fait, c'est quand même un rejet dans un sens. Si t'as envie de mettre une distance avec quelqu'un, là, faut parler. Faut parler. Bon, ça, c'est différent. Après, si c'est juste des amitiés qui délitent un petit peu, je pense que naturellement, ça se fait, les deux comprennent sans même en avoir besoin d'en parler. Mais c'est sûr que c'est un petit deuil parfois aussi de se dire, on était tellement proches, et là, on n'est plus aussi proches. Je travaillerais aussi, toi, sur ton, puisqu'on a parlé aussi d'authenticité, mais ton authenticité avec toi-même, à savoir, c'est quoi cette relation-là pour toi? Ou ces relations-là, que ça représente quoi pour toi aujourd'hui? Est-ce que ça représente une base, un fondement à chérir? Est-ce que ça représente le cours de la vie fait que? Tu sais, c'est de se recentrer aussi sur, tiens, comment moi je l'analyse cette relation-là? Est-ce qu'on peut décider, j'imagine que oui, mais genre prioriser des relations quand même qui sont différentes, parce que dans le sens où il y a beaucoup ce côté, il faut avoir des amis, il faut avoir de la famille, tout, mais peut-être que moi, ma famille, c'est pas vraiment un soutien ou un support. Peut-être que, exact. Genre, j'ai juste 3 amis, puis c'est ce qu'il me faut, puis... Ça dépend est-ce que ça te rend heureuse, est-ce que tu étais contente avec ça, ou est-ce que non, t'aimerais avoir plus d'amis, plus de vie sociale, parce que tu trouves que ça te fait beaucoup de bien. C'est de te regarder aller, en fait. Tout ce que tu décris, Elsa, c'est de se regarder aller quand t'es dans le moment et de dire, oh, c'était sympa de voir cette fille, tiens. Qu'est-ce que je veux aussi, ou ce mec-là. Qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me plaît à moi. C'est vrai que c'est un peu se recentrer sur soi, parce que là sinon on pense beaucoup aux autres. C'est ça. Je vais la blesser elle, si j'ai peur de la blesser, tu disais. Ou... Puis il n'y a pas de bonne recette du nombre d'amis idéal. Moi, je trouve que la famille, on la sacralise. C'est toi qui es le curseur, en fait. Est-ce que toi, t'as l'impression que ça te convient, ou tu te dis j'aimerais plus, j'aimerais moins aussi, ça peut arriver. Ma famille, je les aime bien pour ça, mais je les aime moins bien pour ça, donc je vais... partager genre ces moments-là, partager ces situations. T'as le droit de faire des choix aussi. Ça, c'est ne pas se mentir à soi-même. Ça, c'est être conscient que ça... Mais la pression familiale est grosse quand même. C'est vrai. Hyper importante. Et un peu, ça sacralisé aussi. Hein. Vraiment. Mais c'est un globe, là, la famille, c'est ton antre, c'est ton truc. Oui, c'est vrai, mais tu évolues. Toi, tu crées ta propre famille aussi. Et puis, à un moment donné, tout va bien. Il faut qu'on enlève de la pression de ces relations-là, parce que c'est souvent dans les familles où il y a beaucoup de pression, c'est pas des relations authentiques.
Famille et amis aussi. On pourrait faire le lien avec les amis, tu sais, de très longue date, d'enfance. C'est un peu la même chose, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire c'est ta famille. Et donc, tu peux plus... tu sais, c'est un peu obligatoire. Tu dois les voir. C'est vrai. Faut que t'ailles à ce baptême dont t'as vraiment zéro envie d'aller. Tu sais, c'est ce truc-là. Tu dois te forcer un peu on se force. Ah oui, on doit faire ça parce que ça fait longtemps. Mais en même temps, on peut mettre des limites en se disant, mais tu sais, cette personne dans ma famille, bah, elle est pas très sympathique, ou elle s'intéresse pas trop à moi, ou quand je la vois, j'ai pas tant de plaisir, donc je vais continuer. J'ai pas forcément envie de couper le lien, mais peut-être que je vais décider de moins la voir. Et puis si elle est pas contente, cette personne, peut-être que je lui en parlerai. C'est quoi, selon vous, les effets de l'authenticité sur le bien-être? Je pense que ça rend heureux, quand même. Je pense que ça rend épanoui. On a moins à se poser de questions sur comment on devrait être, qu'est-ce que l'autre va penser, est-ce que je vais me sentir jugée. Donc on se torture moins l'esprit. Et aussi, comme on disait au début, on peut recevoir plus d'aide de la part de l'autre et on peut créer des meilleures relations et des meilleures connexions. Et ça, la connexion, le lien social, ça rend heureux. Je peux pas mieux dire que pour avoir travaillé ce sujet-là dans ma vie, je vois un avant et un après et clairement, t'es plus heureux. Ouais, moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, c'est plus vers adolescence, fin de l'adolescence, je me rappelle que j'avais tendance à penser que je devais pas parler de certaines choses. Même à des personnes comme proches. Quoi, genre mais tu sais, je pouvais pas parler justement que je me sentais pas bien. Tu sais, c'était une période, je me rappelle qui était pas hyper drôle à ce moment-là, la fin de l'ado, vers 18 ans, là, c'était vraiment une période assez noire pour moi d'ailleurs, parce que j'étais pas bien, quoi. Enfin, j'étais déprimée, je pense, clairement. Et en fait, j'ai l'impression que je pouvais pas parler de ça, que ça ne marchait, que ça, si j'en parlais, on allait me juger. Si j'en parlais, on allait penser que je suis nulle, que je suis pas à la hauteur, tout à fait, que je suis pas bonne. Et donc je gardais beaucoup ça pour moi. C'était drainant. Ouais, donc c'est super drainant. T'es seule. Enfin, je me sentais vachement seule. Je me sentais incomprise. Je me sentais triste. Et j'ai l'impression que je ne pouvais pas parler, donc je me censurais beaucoup. Puis tu vois, à ça rend malheureux, je trouve. Ça rend malheureux. Et moi, je me souviens de plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah non, mais toi, Flora, de toute façon, t'es forte là, t'es capable. » Ah oui, donc en fait, il y a aussi ce côté d'entretenir une image. Moi, j'ai l'impression qu'il fallait que j'entretienne une image de fille forte. D'une fille forte, d'une fille qui va bien. Donc j'ai l'impression que je pouvais pas partager cette partie-là, plus sombre, parce que j'allais changer, j'allais pas donner une bonne image, l'image que je voulais. Et en fait, c'est dommage parce que, en fait, dès que j'ai commencé à en parler, d'un coup, ça allait mieux. Pourquoi? Parce que j'avais de l'aide, parce que finalement, les gens me jugeaient pas, étaient super sympas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'est pas soit l'un, soit l'autre. On peut être déprimé, mais quand même heureuse par un moment. Mais l'authenticité, pour moi, c'est un peu la maturité. Tu te connais, tu t'acceptes, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et puis après ça, tu navigues et t'équilibres selon les sphères. Ouais. Est-ce que vous pouvez me partager, si vous avez une anecdote chacune d'un moment où vous avez été particulièrement vulnérable, positif ou pas, même? J'ai un truc qui me vient en tête, c'est pas une anecdote, ça, mais moi, quand je suis arrivée en janvier dernier, non, c'est pas vrai, septembre dernier, et j'ai expliqué à ma boss que voilà, j'ai un projet. Ça faisait 1 an et demi que j'étais dans la boîte. J'ai un projet, j'ai envie de partir en sabbatique. J'étais comme ça. Et en fait, ce projet, je veux que tu me dises oui, parce que moi, j'aime beaucoup cette entreprise et je veux rester ici. Et si tu me dis non, je vais le faire quand même. Et je m'attendais à un « Oula, Flora, attends, les opérations, le machin, faut qu'on regarde. » Et la réponse, elle s'est levée, elle m'a pris dans mes bras, elle me dit « Mais évidemment, évidemment, je vais pas dire non à un projet de vie pareil. » Et là, je me suis dit « Oh, waouh !» Et je m'étais fait une histoire parce que le monde du boulot, en réalité, que dalle. Trop cool. Wow. Ouais. Tu penses à quoi, toi? À un moment, ok, j'étais vulnérable. Ouais, il y a pas si longtemps, je sais pas, une grosse, une année, je pense. Ouais, j'ai une période vraiment difficile, psychologiquement, j'étais vraiment pas bien et tout. Et c'est des moments comme ça où c'est un peu la bascule. Et là, je me suis dit, les choix que je dois faire un peu, c'est à qui je vais en parler, comment je vais en parler, est-ce que j'ai envie d'en parler? Parce qu'il y a quand même un espèce d'instinct un peu de faut quand même vivre, faut quand même être fort, faut rester joyeux, rester positif et tout. Et il y a une partie qui est là, non, mais j'aimerais bien pouvoir ne pas être positive, ne pas être forte, pouvoir un peu lâcher, tu vois. Et donc, c'est un peu le choix entre les deux. Et finalement, je trouve que le bon équilibre un peu des deux, c'est-à-dire pouvoir choisir les personnes à qui en parler où je me sens en sécurité, je me sens en safe space, je peux vraiment m'exprimer. Et je trouve que ça fait tellement du bien de parler.
parce que tu lâches, parce que tu libères, parce que les autres peuvent te soutenir, parce que j'ai reçu du coup beaucoup de soutien, d'amour, de preuves d'amitié qui font tellement de bien. Et en fait, ça rend un peu plus heureux aussi. Ouais. Je me suis sentie beaucoup moins seule et tout. Et en même temps, ça donne la force pour justement se battre, se bouger, ne pas rester sur son canapé à déprimer, quoi, en gros. Au final, maintenant, avec le recul, c'est vrai que ça donne une certaine force parce que tu te dis, je suis tombée quand même pas mal assez bas au niveau de la tristesse. Est-ce que je pensais vivre ça un jour? Non. Mais je m'en suis quand même relevée et en fait ça donne de la force finalement, un peu de la puissance. Alors après je dis pas du tout qu'il faut juste de la tristesse parce que j'aime pas du tout ce truc de faut en chier pour y arriver. L'expression ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Non, c'est faux. J'aime pas du tout. Je pense qu'il y a des souffrances souffrir c'est pas cool, pas du tout, c'est terrible. Mais par contre je pense que parfois dans la souffrance, dans les moments de tristesse, oui, il y a des choses sur lesquelles on peut se renforcer et qui peuvent nous donner un peu cette confiance. Peut-être qu'on se disait je serais pas capable de surmonter ça, et en fait si. Puis moi sans raconter ta vie, mais en tout cas d'un point de vue extérieur, moi j'ai faisais partie des gens qui t'épaulaient ou en tout cas comme ils pouvaient, et j'étais admirative de ta capacité. On va faire un moment authentique, je vais te le dire. Mais de ta capacité à te montrer vulnérable aussi à 100% à ce moment-là. Avec des gens que tu voulais quand même pas décevoir parce que c'est tes amis proches et quoi, tu sais quoi, c'est comme ça. Ça crée du lien, définitivement. Ouais, c'est vrai, ça crée du lien. Ça crée du lien forever. Il y a un truc de waouh. Ouais, c'est parce que tu laisses aussi entrer la personne dans ta, dans ta vie perso, dans ta zone dans toi protégée, là. Quoi, tu vois. Et c'est pas juste aussi, et ça enlève aussi peut-être de la pression sur les gens, je sais pas, ta famille ultra proche ou la personne avec qui tu partages ta vie, qui est pas obligé de tout porter. Ça diffuse un petit peu. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui aimeraient être plus authentiques, mais qui ont peur d'aller chercher ce petit push de vulnérabilité, qui ont peur du jugement, mais qui potentiellement sentent qu'ils sont pas alignés avec eux-mêmes en fait et qui doivent faire ce changement-là? Ouais, moi je dirais c'est quoi, qu'est-ce qui te fait peur? C'est quoi la peur? C'est quoi le pire qui puisse t'arriver si tu fais ça? Qu'est-ce qui te retient? C'est quoi l'obstacle? C'est quoi l'obstacle qui t'empêche d'aller là? Et puis, je dirais aussi regarde bien, analyse ton entourage. Est-ce que tu as réussi à t'entourer de gens qui peuvent te prendre tel que tu es? Donc, regarde les gens, et est-ce que si tu sens que la balance entre, c'est qu'il y a plus de gens qui vont te juger, tranquillement, transfère et peut-être choisis moins de gens, mais des meilleurs, ou en tout cas élargis ton cercle amical si tu veux plus de gens, ton cercle social. Mais clairement, il y a ça. Et je dirais aussi, apprends à te regarder réagir. Moi, je trouve que le côté de retourner le rétroviseur vers soi là et de se regarder en disant tiens, je suis qui? De souvent se poser la question comme un réflexe. Tiens, je suis dans une rencontre, comment je me sens? Posez-vous la question et vous allez voir que cet indicateur sur comment vous vous sentez va vous dire là, t'es authentique, là, tu l'es pas. Donc, se regarder, choisir son entourage et puis aussi, tranquille. Ça va venir. Il n'y a pas de performance à l'authenticité. Faut relâcher de la pression. Il y a tellement d'injonctions de true self, de authentic leadership, de tout ça. C'est génial. Mais mollo, c'est pas toute la vie tout le temps, là. Et puis les gens qui sont déjà en train de chercher à vouloir être soi-disant plus authentiques, c'est qu'ils ont déjà fait une prise de conscience. Donc il y a déjà un bout de la job qui est faite. À savoir, tu sais qu'il y a un disconnect. Ok, t'as juste à le travailler. Il y a des gens, on en connaît. Ouais, parfois t'en rends même pas compte que tu surfes là. C'est un truc qui est. Et ça c'est difficile. Ça a des répercussions. Les répercussions au bout d'un moment, c'est que ça va à un moment ça pète un peu. C'est comme un peu quand on a zéro connexion avec nos émotions, par exemple. Et en fait, au bout d'un moment, ça explose. Et on comprend pas trop pourquoi ça explose, mais ça explose et ça revient tout le temps. Ouais, ça, c'est vrai. Et pareil pour l'authenticité, tu peux faire prétendre d'être quelqu'un, mais au bout d'un moment, ça va péter. Au bout d'un moment... C'est karma, là, ça revient, là. Et ça veut dire quoi, ça pète concrètement? Bah, tu sais, ça veut dire, je sais pas, moi, je vais divorcer ou ça va... si on parle du couple, mes amis, je vais plus du tout les supporter, je vais me retrouver toute seule parce que je vais faire une crise de colère, je vais plus pouvoir... Je sais pas, je vais faire un burn-out, avoir un cancer, enfin, tu sais, un peu genre une maladie, enfin...
Les choses non gérées. Les choses non gérées, ouais. C'est une certitude. Et ça, je pense que c'est sur tous les sujets. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des certitudes. Mais une chose est vraie dans la vie, c'est que quand on règle pas un truc, c'est la même chose pour les petites maladies, les petits bobos. Ça devient un gros machin. Bah là, c'est la même chose. Parce que la suradaptation, au bout d'un moment, ça coûte quand même. Ça coûte beaucoup d'énergie. Et on sait que le stress, ça impacte le système immunitaire, que quand on peut tomber plus souvent malade, etc. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, bah, tu te perds dans quelque chose qui te ressemble pas du tout. Flora, Elsa, ce serait quoi vos mots de la fin pour cet épisode? Moi, premièrement, je te remercie parce que je trouve que ce podcast était aligné avec le sujet, à savoir, c'était authentique. On a été comme on est et j'ai beaucoup apprécié ça. Après, je dirais que l'authenticité, c'est un chemin et que surtout, il faut être bienveillant, gentil avec soi-même. Quand on se connaît et qu'on s'accepte, je pense que déjà on est plus gentil et puis on peut plus travailler son authenticité. Ouais, je dirais que l'authenticité, c'est un peu le chemin vers aussi l'épanouissement, se sentir plus aligné avec soi-même. Et quand on arrive à mieux s'aimer soi-même, on arrive mieux à aimer les autres aussi. C'est vrai. Un peu bateau, mais c'est vrai, tu vois. On peut mieux réussir à aimer les autres et avoir des relations plus profondes et significatives, je pense. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.